Et rebonjour messieurs, Salut Cham. Salut Hicham. ça va toujours? Bah ouais. Et toi? Super, excellent. Bon, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant, rebonjour. J'espère que vous avez passé une très belle matinée. On va attaquer cette deuxième mi-temps avec la table ronde sur la facilitation graphique. Alors juste petite introduction, entre nous, là, entre facilitateurs, on s'est dit, plutôt que de faire une conférence sur la facilitation graphique, pourquoi pas animer directement une table ronde avec des praticiens professionnels, surtout que cette année, on a beaucoup de speakers qui sont praticiens de cette pratique, donc de la facilitation graphique. C'est bien ça, Johan, Anthony? Ouais, mais Je crois. je sais pas ce que c'est que la facilitation graphique, mais Moi, en tout cas, je suis pas dedans. Moi. Il y a quelques petits lags réseau de votre côté, mais on va enchaîner de toute façon. On va commencer à faire rentrer nos invités directement autour de cette table. Prenez place, messieurs. Installez-vous confortablement, messieurs, dames. Allons-y. Bonjour tout le monde. Hello. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici. Salut tout le monde. Ah, il y a du monde, hein. C'est une première pour nous. C'est une première pour nous d'avoir autant de personnes en direct sur un live. Ouais, je peux faire un selfie. Énorme, c'est clair. Excellent. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Bienvenue. Et c'est ça. Donc, comme je disais, on est là pour parler facilitation graphique, essayer un peu de démystifier cette pratique. C'est sûr que je pense que tous ici autour de cette table a déjà entendu un peu des préjugés, des choses autour de cette pratique-là. Et l'idée, justement, c'est d'en discuter, de voir un peu concrètement, vous, de votre côté, en tant que praticien professionnel, comment vous voyez la chose. Alors, on va enchaîner. Je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer. Bon, sinon, vous avez passé une bonne matinée pour ceux qui étaient là ce matin? Ouais. Oui, top, c'était bien. Excellent. Alors, donc, je vais vous laisser dans quelques instants, dans pas très longtemps, vous présenter un tour de rôle. Je voulais quand même dire au public que cette table ronde-là, en fait, c'est pas que pour nous 11 plutôt, mais c'est aussi pour eux, c'est aussi pour vous, les amis. Donc, je vous invite vraiment à participer dans le chat et même aussi, dès maintenant, à participer à un petit sondage. C'est vraiment très rapide, 2 questions à répondre. Et pour cela, il suffit d'ouvrir votre navigateur en tapant www.menti.com et en insérant ce code-là. Vous allez avoir vos 2 questions. Donc, savez-vous ce qu'est la facilitation graphique et pratiquez-vous la facilitation graphique au travail? C'est vraiment un peu pour juger un peu le public qu'on a, qui on a en face de nous et à quel point en fait vous êtes à l'aise avec cette pratique et à quel point vous connaissez cette pratique. Donc évidemment, vous pouvez aussi le faire avec votre smartphone en scannant le QR code. Et comme je suis quelqu'un de sympa, je vais aussi vous l'envoyer dans le chat. Donc, c'est ça. Et donc, en attendant, moi, j'ai quand même pris la peine d'aller chercher sur Internet un peu ce que racontent les gens sur la facilitation graphique. C'est sûr que c'est quand même partagé. Il y en a qui pensent que c'est utile, d'autres qui pensent que c'est un truc de dessin. Hein, je fais exprès d'utiliser les mots. Hein. Et donc voilà, c'est assez partagé. Moi, j'ai aussi une petite anecdote à vous raconter. C'est celui-là où en fait, je me suis retrouvé un week-end avec des potes où on discutait, on passait du bon moment. Et puis il y en a un qui m'a demandé, mais t'as fait quoi cette semaine? Et moi, je lui ai dit, écoute, j'ai pas mal bossé pour une fois. Et puis il m'a répondu, t'as encore dessiné et t'as encore joué avec des post-it. Donc voilà, c'est un peu ce qui arrive quand je raconte mon métier chez moi ou avec des potes. J'imagine que vous aussi, vous avez plein de choses à raconter de drôles comme ça. Donc voilà. Alors, donc pour essayer de démystifier la facilitation graphique, je vous propose, les amis, de parcourir 4 sujets que j'ai choisis. Donc, le premier, c'est la définition de la facilitation graphique. L'idée, c'est de savoir comment vous le définissez en tant que professionnel. Le deuxième sujet, c'est la facilitation graphique, c'est difficile. Il y en a encore beaucoup que j'entends, moi, personnellement, peut-être vous aussi, qui pensent que c'est accessible que par des professionnels, justement. Ensuite, on va pouvoir discuter ensemble de la facilitation graphique, c'est infantilisant. Et le quatrième sujet, la facilitation graphique, ça ne fonctionne pas ou plus. Donc,
comme je l'ai dit, on est 10 sur la ligne. On va essayer de se mettre un petit cadre entre nous, histoire d'avoir une belle discussion, que ce soit bien fluide. Donc, ce que je vous propose, c'est dès que vous avez quelque chose à dire, vous avez besoin de réagir ou de poser une question, quoi que ce soit à l'interlocuteur, n'hésitez pas à lever la main. On peut faire le test là si vous voulez. On essaie de lever la main tous. Excellent. Super. Donc, je vais faire le gardien du temps, puis je vais essayer aussi de distribuer la parole équitablement. Donc, faites-moi confiance et dès que je vois une main levée, je n'hésiterai pas à vous donner la parole. Donc, en tout cas, prenez vraiment du plaisir et voilà, amusez-vous bien. On est vraiment à l'aise là autour de cette table. Il y a même les pantoufles encore à Johan qui traînent par terre. Alors, let's go. On peut commencer. Donc, moi, j'ai choisi de prendre les choses dans l'ordre et j'ai choisi en fait d'attaquer directement la définition de la facilitation graphique. Et je crois que de ton côté, Viviane, tu voulais un peu dire quelques mots et démarrer un peu cette discussion. Oui, et si tu veux bien, je vais glisser une image juste en dessous. Vas-y. On la voit. Parce qu'en fait, entre nous déjà, entre praticiens, c'est pas simple parce que c'est un métier émergent, c'est une pratique émergente. Et on s'est retrouvés dans un congrès présentiel à l'époque de facilitateurs et on s'est dit, nous, on veut expliquer ce que c'est que la facilitation graphique. Et donc, on a réalisé à 4 mains, pardon. Si, non, 5, c'est bien ça. Ces 2 schémas. Alors, si on peut zoomer sur le premier, les 2 cercles. Facilitation, c'est quoi? C'est quand je vais animer un collectif, ça, ok. Et puis, on entend des choses comme le scribing, la capture graphique, il y a plein de termes. Et puis, les gens viennent me voir et me disent, on veut de la facilitation graphique. Et je leur dis, attention, il y a 2 choses très différentes. Il y a effectivement cette posture dans le cercle de droite de scribing, de capture graphique, où j'ouvre grand mes oreilles, j'écoute ce qui se passe dans une conférence, une réunion et je note. Et il y a au centre cette hybridation des 2 mondes, qui est la facilitation graphique, voire la facilitation visuelle. On n'est pas encore tous alignés sur les termes, qui est comment je vais animer ce collectif pour atteindre un objectif commun ensemble grâce à des supports visuels. Et là, par exemple, le post-it est un support visuel, pas forcément que du dessin. Donc, comment on va pouvoir impliquer ce collectif grâce à des supports visuels? Et donc, on a glissé sur le tableau, sur la partie droite de ce tableau, et on a dit, OK, si on met la pensée visuelle au centre et qu'on trace 2 axes, donc l'axe horizontal, est-ce que je travaille seul, est-ce que je travaille en groupe, et l'axe vertical, est-ce que je suis en direct ou est-ce que je suis en différé? Et on a commencé à essayer de cartographier toutes les pratiques. Alors si tu peux zoomer pour qu'on puisse lire les petits post-it là, et on va voir des termes, mind map, modélisation, tout ça. Donc voilà, il y a plein de vocabulaire et clairement c'est pas encore aligné. Je sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Est-ce que quelqu'un... Oui, Jérôme, vas-y. Pas, Jérôme. On t'entend pas, Jérôme. Tu dois être sur mute, probablement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Non. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir en attendant? Non, on t'entend toujours pas, Jérôme. Vas-y, Tiana. Non, mais bon, le silence, c'est bien aussi. Hein. Ça explique plein de choses. Et effectivement, comme disait Viviane, facilitation graphique ou facilitation visuelle, en fait, pour moi, c'est la même chose. Déjà, ces 2 termes, c'est juste que comme c'est une traduction, facilitation graphique, c'est comme ça qu'il a été décidé de manière un peu intuitive, comme ça qu'on appellerait ça la facilitation graphique et que ça engloberait tout un tas de choses. Et c'est juste que nous, en France, les gens nous confondent beaucoup avec les graphistes, du coup. Alors que si c'était de la facilitation visuelle, peut-être que les gens auraient plus imaginé autre chose que du graphisme, par exemple, qui, ça, par contre, est un métier très connu. Et effectivement, du coup, pour terminer, il y a plein de choses comme le scribing, comme les sketch notes qui sont de mon côté vraiment de la prise de notes personnelle et plein d'autres choses comme ça visuelles qui font partie, je trouve, de ce champ de la facilitation graphique. Et comme effectivement c'est très émergent, on a tendance à mettre tout dans le même sac. Et je fais partie des gens certainement
qui font que ça reste un peu flou, parce que je suis la première, dès que je publie quelque chose où il y a du visuel, eh bien, je le fais suivre d'1 million de hashtags où je marque tout, sketchnote, station graphique, et ma mère et ma sœur, parce que je veux absolument que les gens comprennent de quoi il est question, et je m'excuse de participer du coup à un petit peu de brouillon là-dedans aussi. Excellent, excellent. Et merci Tiana pour ce partage. Et Pierrick, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, moi, pour être honnête, ces questions-là, elle m'est pas très utile. Moi, je trouve que la réponse de Viviane, elle est super intéressante. Et puis moi, je respecte aussi ceux qui ont besoin de cette définition-là. Après, je m'explique parce qu'en fait, elle n'est pas très utile parce que moi, je suis rentré dans cet univers-là et vraiment, c'est un univers pour moi. Par le terme fascination graphique, mais en fait, ça m'a ouvert un univers immense et infini, en fait. Et la semaine dernière, j'ai fait un panneau dans ma cuisine pour préparer un voyage avec mes enfants. J'ai fait une carte de Madère, on va part à Madère avec mes enfants. Et on l'a rempli de trucs qu'on a trouvé sur Internet, des photos, des trucs, des trucs qu'on avait envie de faire. Est-ce que c'est de la fascination graphique ou du sketch voyaging ou je sais pas, enfin un truc. En fait, on utilise ces techniques-là. En fait, elles sont après, une fois qu'on les a découvertes, elles amènent à un univers infini. Et pour moi, le seul truc qui est intéressant, c'est en quoi c'est utile en fait. À quoi ça sert, à quel moment j'utilise ces pratiques-là, et puis du coup, à partir de là. Ouais, exact. C'est génial, quoi. Enfin voilà, nous limitons pas. Exact. Jérôme, tu as réussi à retrouver ton micro? Je sais pas, vous m'entendez ou pas? Oui, c'est parfait. Oui. À toi la place. Pour aller dans la même direction que Pierrick, il y a quelques années à Agile Grenoble, j'avais tenté une expérience sur un forum ouvert où j'avais fait de la facilitation graphique en construisant avec des briques de Lego les constructions des personnes durant les discussions et que les personnes après interagissent avec leur construction et continuent de discuter sur un support graphique. Et donc, du coup, pour moi, la facilitation graphique, la définition que j'en donne, c'est un peu celle qu'avait donnée Nicolas Gros. C'est l'usage du visuel au service des interactions pour soutenir les processus de travail. Et on peut mettre de la sculpture, on peut mettre du dessin digital, du dessin papier. On amène tout ce qui va amener, en fait, une substance visuelle supplémentaire pour aller plus loin que le mot, en fait. Est-ce que tu peux nous dire qui est Nicolas Gros pour ceux qui ne savent pas? Une personne pour qui j'ai un immense respect en termes de facilitation graphique. Marker Power. Allez-y. Enfin, Nicolas Gros, quoi. En France. Super. Et de ton côté, Romain, je t'ai vu pas mal rigoler quand Pierrick a réagi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, moi, pour le coup, c'est une vraie question. Je la trouve utile parce qu'il y a une telle confusion. Si on change de prisme, moi, je vais juste me placer maintenant du point de vue des gens qui sont face à ça. C'est-à-dire que là, on est tous des praticiens. En fait, c'est très confusant parce que la facilitation graphique, ça pourrait être la création de David Sibet dans les fins des années 70, et donc au sens où Viviane l'a décrite. Et en fait, c'est un objet qui mute en fonction de là où il est. Ça va être un style graphique aujourd'hui, la facilitation graphique. En gros, c'est un truc simple. Voilà, vous regardez ce qu'il y a derrière moi, vous regardez Marc, ça va être un style. Ça va être, si on regarde un peu le nombre de gens qui ont mis facilitateur graphique sur LinkedIn, on peut se poser la question de c'est quoi la facilitation graphique? Et du coup, si on le regarde par rapport non pas à ce que ça devrait être, mais par rapport à ce que les gens en ont fait, ça devient pluriel et ça devient un peu confusant. Et du coup, je trouve que la question, elle est intéressante parce qu'à un moment donné, à défaut de trouver on n'arrivera pas de toute façon à trouver une réponse commune. Moi, j'y crois pas. Par contre, amener des éclairages sur ce que c'est et de comprendre que, par exemple, les usages de Viviane, quand on met la facilitation graphique au sens où on facilite des groupes, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de facilitateurs graphiques qui fassent des facilitations de groupes. Par contre, des gens qui utilisent des marqueurs, des feutres, qui font des trucs super, qui font des trucs terribles et que ça éclate, est-ce qu'on doit appeler ça de la facilitation graphique? Donc, ça dépend un peu comment... ça peut être le même terme. On va retrouver ça, par exemple, dans le monde de l'agilité. Il y a un terme Kanban, par exemple. C'est un terme qu'on va pouvoir utiliser à plusieurs niveaux. Et ça dépend à quel niveau on se trouve. Et
Bah, si on devait mettre la facilitation graphique au sens originel de David Sibet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de facilitateurs graphiques en vrai, dans la vraie vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dessinent face à des groupes. Et voilà, et Viviane montre des post-it. C'est pareil, je pense que les compétences de facilitation, on en parle très très peu quand on parle de facilitation graphique, on est très centré sur le graphique et assez peu sur les interactions de groupe, comme l'a rappelé Jérôme. Yes, exactement. Et je voudrais bien que sur ce sujet-là, tout le monde prenne la parole au moins une fois. Ouais, je vois bien qu'effectivement, on n'est pas tous alignés. Et du coup, je vais te laisser la parole, Marc. Toi, de ton côté, comment tu définis la chose? Moi, j'ai mes définitions à moi parce que bon, c'est mon parcours d'ingénieur qui fait ça, c'est trouver le mot juste à mettre sur les choses pour bien les comprendre. Et répondre plus à un besoin personnel, c'est comme si moi, je me pointe chez un vendeur de voitures et que je lui dis, je veux acheter une voiture et il me dit, vous voulez un Roadster ou un SUV? Je ne sais pas la différence, je m'en fous, je vais aller du point A au point B en emmenant mes enfants avec moi. Les clients qui nous contactent souvent parlent de facilitation graphique. Généralement, l'image qu'ils ont, c'est en fait du scribing. Mais en fait, on s'en fiche. On écoute leurs besoins, on va répondre à leurs besoins avec nos compétences. Si on n'a pas les compétences, on appelle un copain qui fait ça. Voilà. Mais ce n'est pas au client, ce n'est pas au grand public de savoir la subtilité entre une facilitation graphique par des métaphores ou par un canevas. Tout le monde s'en tape. Le but, c'est d'emmener le client vers son objectif. Le client ou, pas forcément un client commercial, hein, le groupe, quoi. Super. Puis je regarde aussi en parallèle un peu le sondage là, que j'ai envoyé. On a quand même 94% des gens qui savent déjà ce que c'est que la facilitation graphique. Donc j'imagine que même eux ont leur propre définition, un peu comme nous autour de cette table. Et on a peut-être 60% qui pensent que c'est du scribing, en fait. Enfin, qui pensent que c'est du scribing. Mais c'est pas grave. Cham, oui. Voilà, t'as qu'à inviter ces 100 personnes à se connecter au live, comme ça on fait une table ronde un peu plus massive. Il ne faut plus une table, là, il faut un stade de foot. Ok, super. Mais du coup, de ton côté, Jean-Pierre, comment tu vois les choses? Ça a été un petit peu dit là, mais ouais, pour moi, du coup, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc, c'est un visuel, dans quel but, pour qui, pourquoi? Donc, on veut servir un client qui a une problématique à régler, et ça devient un outil pour se faire, que ce soit avec des couleurs, des post-it ou n'importe quoi. Bam, il a besoin de résoudre un problème. Je me mets là-dedans, et après, ça se décline de une façon. Et ouais, c'est pas que ce que souvent on va voir des petits dessins ou quelque chose qui en met plein la vue. Non, il y a toute une recherche derrière et une volonté d'être au service de cette personne-là qui cherche à résoudre un problème. Donc là, c'est plus la posture de facilitateur là qui est intéressante. Et on voit trop que le parti graphique, et c'est joli, et ça claque bien. Il y a deux volets dans le terme. Yes, parfait. Et super. Et du coup, on va finir aussi avec Marie de ton côté. Eh ben, je rejoins Marc et Jean-Pierre sur le fait de dire l'important c'est de satisfaire le client. Donc les clients s'expriment avec c'est moi lui et puis nous on remet les bons mots de nos propres définitions. Mais comme vous en avez déjà parlé, je vais bifurquer. Au lieu de parler de nos clients, je vais parler de ceux qui ont envie de faire de la facilitation graphique et qui sont un peu perdus dans tout ça. Et surtout, quand ils débarquent dans une formation et qu'on commence à leur parler de scribing, en fait, ils paniquent parce qu'ils ne se voient pas du tout d'un coup être devant un public en train de faire une fresque et que en fait, ça leur paraît un peu inatteignable. Du coup, moi, quand je fais des acculturations, je clarifie ce vocabulaire pour leur dire relax, en fait, il y a différents niveaux de facilitation graphique. En fait, il y en a qui sont tout à fait à votre portée tout de suite dans les médias, dans la sphère individuelle et sans que ce soit du live. Donc là, on est plutôt sur de la prise de notes visuelle, du sketch note. Par contre, si vraiment, au fur et à mesure, vous prenez en assurance et que vous avez envie d'en faire devant un public, et là, on va aller sur ce qu'on appelle du scribing. Et donc, au fur et à mesure, je leur montre que c'est pas le même matériel, c'est pas le même niveau de stress, c'est pas le même engagement, c'est pas le même travail préparatoire. Et moi, j'utilise les distinctions de vocabulaire pour permettre aux gens de se projeter sur différentes pratiques et se dire, ah ok, en fait, la facilitation graphique, il y a différents niveaux. Et par rapport au niveau de confort que j'ai, je peux aller sur tel ou tel niveau. Donc, c'est plutôt là-dessus que je trouve ça important de mettre des mots pour permettre aux gens de se situer et puis de se positionner. J'ai quand même l'impression que la question du pour qui est pas mal déterminant là, dès qu'on commence à se lancer. Parce que si c'est pour soi, c'est peut-être différent que si c'est pour les autres. C'est un peu ce que je note quand même pas mal dans chacun de vos interventions.
Cool, parfait. Mais merci beaucoup. Et c'est sûr, j'étais tellement excité de démarrer cette table ronde-là que j'ai un peu oublié de vous faire les présentations, en tout cas que vous laissez la place de vous présenter. Mais c'est jamais trop tard. Je pense qu'on va commencer maintenant. Allez, on va prendre dans l'ordre. Pierre-Éric, dis-nous qui tu es et depuis quand tu pratiques la facilitation graphique. Alors Pierre Thibault, moi je fais partie d'une structure qui s'appelle Les Équipés. On s'est créé en 2011, on s'appelait Agile Garden au départ. Et mon métier, en fait, je suis surtout accompagnateur d'équipes sur le terrain opérationnel, mais ça prend pas mal la forme de moments de facilitation quand même. Enfin, c'est quasiment 100% du temps. Et dans ces moments-là, j'y intègre la facilitation graphique parce que juste c'est super efficace. Alors moi j'ai découvert ça en 2014, je crois, par là. Enfin, en tout cas, à l'occasion d'une conférence à Grenoble, un Agile Tour à Grenoble. Ouais, ça s'appelle pas Agile Tour, en fait. Sinon, je vais me faire. Et du coup, j'avais des gens qui faisaient une super fresque là toute la journée. Alors moi, je suis vraiment handicapé du dessin depuis tout petit, hein, donc à l'origine, en tout cas, c'est vraiment pas mon truc. Mais je suis capable de faire ça. Par contre, j'ai identifié des trucs qui me paraissaient vachement accessibles, en fait. Un langage visuel qui paraissait apprenable. Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis formé. Voilà, j'étais dans une formation qui est plutôt orientée scribing avec Romain. On était dans la même formation d'ailleurs, sans se donner le mot, c'était rigolo. Et voilà, après, moi, je faisais des trucs un peu moches devant tout le monde déjà avant, parce que je faisais de la facilitation et puis je notais sur des paperboards des trucs que personne n'arrivait à lire. Donc, j'ai juste fait des trucs un peu plus lisibles, un peu plus propres dès le lendemain, en fait. Et puis, de fil en aiguille, la pratique fait qu'on avance très, très vite, en fait, dans la progression. Super. Merci, Pierrick. On va enchaîner avec Jérôme. Jérôme, expatrié à Singapour, je travaille sur la facilitation, le coaching, le consulting. Et la facilitation graphique est arrivée il y a 6 ou 7 ans. Et un petit peu plus, pour moi, c'était vraiment un outil supplémentaire à ma pratique de facilitateur. C'était pas une pratique en soi. Et à partir de là, en fait, il est arrivé un petit truc, un impondérable, le Covid, je crois. Et durant le Covid, en fait, j'ai pu rencontrer des personnes admirables sur la planète. J'ai pu rencontrer des groupes de personnes qui travaillaient sur la facilitation et j'ai pu suivre et être influencé par pour moi, des grandes personnes, Fern et autres, Ray Ackerman et tous ceux qui ont commencé, en fait, le métier avec Kelvy Bird. Pour ceux qui connaissent Kelvy, en fait, tous ceux qui ont suivi derrière Fuller et Kelvy, j'ai pu côtoyer un peu et ça m'a donné envie d'inclure en fait ça comme élément supplémentaire. Mais ça n'a rien remplacé, ça a juste été un ajout. Yes, excellent. On va essayer d'aller un petit peu plus vite pour essayer de profiter un peu plus de notre temps sur les sujets, mais du coup, on va enchaîner directement avec Viviane. Eh bien, moi, j'aide les équipes à prendre de la hauteur pour cartographier leurs problèmes. Alors ça, c'est pourquoi? C'est parce que je suis aussi pilote de montgolfière. Donc, si un jour, vous voulez découvrir comment prendre de la hauteur, vous pouvez venir avec moi. Et donc, je fais du coaching d'équipe. Je viens du coaching agile au départ, de la gestion de projet. Même depuis 20 ans, j'accompagne des équipes. Et en fait, je faisais de la facilitation visuelle sans le savoir. Et le fait de maintenant découvrir toutes ces pratiques, je peux creuser et pousser plus loin et répondre effectivement aux besoins des équipes, en parler et l'adapter en fonction des contextes. Quels vont être les outils. Là, en ce moment, on est en train de beaucoup travailler sur des totems en 3D. C'est un truc incroyable. Donc, voilà. Je parlerai tout à l'heure, juste après, là, dans le Salon Rose, de la création de la filière vélo en France. Vous allez voir ce qu'on a fait. C'est génial. Super, merci Viviane. Tiana. Yes. Eh bien, moi, je fais de la facilitation et de la facilitation graphique. J'ai découvert ça dans l'entreprise où je travaillais entre 2008 et 2011 à peu près. Et je trouvais ça absolument génial et j'ai décidé de me former et d'en faire mon métier. Ça m'avait subjuguée. C'était vraiment d'une efficacité dingue. Alors, j'ai décidé de faire ça. Et je suis aussi également coach et je m'essaye au dessin systémique. C'est quelque chose que je suis en train de découvrir. C'est absolument génial. Je m'éclate. Et voilà. Merci. Excellent, merci Tiana. Marc. Eh bien, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai évolué toute ma carrière dans la gestion de projet et la direction de projet dans des ESN.
Et puis un jour, une collègue m'a dit, au lieu de dessiner n'importe quoi en réunion, tu ferais mieux de dessiner la réunion. Ça s'appelle la facilitation graphique. Et donc, je suis tombé dedans il y a 8 ans, et c'est une grosse passion. Je m'y suis mis à plein temps il y a 5 ans maintenant. J'ai fait plus que ça, plus que ça, plus que ça. Et puis pendant le Covid, du coup, je me suis retrouvé un peu tout seul et j'ai fait non, mais moi, je suis un animal d'équipe, il faut que je retourne dans une équipe. Donc, j'ai repris des fonctions de chef de projet. Et puis, j'ai conservé une activité de freelance en facilitation graphique, mais je prends que les missions qui m'amusent. Voilà. Excellent, merci Marc. Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre ou Ramuncho, c'est peut-être comme ça qu'on va me connaître un petit peu plus sur les réseaux. Moi, comme Marc, je viens du monde de la tech et d'une entreprise où il n'y a que des ingénieurs, où c'est compliqué de sortir de la doc technique et où le dessin fait preuve un petit peu d'ovni. Mais je suis tombé dedans et j'ai eu peut-être le même déclencheur qu'évoquait Pierrick avec Agile Grenoble, qui était en 2011, si je me trompe, à rectifier. Mais là, ça m'a servi à moi d'abord. On parlait de clients, on dit, moi, si je comprends bien dans quel univers je suis capable de le dessiner, et si je suis capable de le dessiner, je suis capable de l'expliquer. Et c'est comme ça, petit à petit, que c'est devenu un vecteur pour pouvoir véhiculer des messages, embarquer mes clients, leur renvoyer le reflet de ce qu'ils essayaient d'évoquer. Donc, ça a été un élément et un outil d'accompagnement, puisque je suis actuellement coach agile chez Orange. Super, et puis merci Gribouilleur, je ne sais pas si vous avez vu, voilà. Parce qu'avec cette volonté-là de démocratiser et de faire en sorte que ça soit beaucoup plus accessible. Excellent, merci Jean-Pierre. Romain. Donc moi, je jongle entre coaching agile, facilitation graphique et facilitation d'intelligence collective, avec une affection toute particulière pour les environnements collectifs compliqués, complexes, avec des thématiques de préférence pas simples à résoudre. Voilà. Et du coup, ces 3 modalités pédagogiques-là, elles se combinent bien ensemble. Donc, je fais soit l'un, soit les 2 autres, soit tout en même temps. Et je pense que ça rejoint pas mal de points communs avec mes camarades sur cette table ronde. Excellent, merci Romain. Marie. Eh bien moi, ça fait 10 ans que je travaille et ça fait 10 ans que je porte 4 casquettes différentes, selon effectivement les opportunités qui se présentent et les clients. Et donc c'est de l'accompagnement au changement, c'est ce que je fais depuis le plus longtemps. Ensuite, la facilitation, qui est devenue ma corde principale. Et puis plus récemment, des missions de conseil qui sont très classiques ou du coaching et plutôt coaching agile. Et pour moi, la facilitation graphique, c'est un outil que je mobilise à droite ou à gauche selon les besoins. Et j'ai la facilité d'avoir une pensée qui est naturellement en image. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à la mettre sur le papier. Et en général, ça fait son petit effet. Voilà. Pour ne pas faire trop long. Excellent, merci Marie. Et de votre côté, Anthony, Johan, est-ce que vous pratiquez la facilitation graphique et si oui, depuis quand? Oui. Et moi, je suis rentré dans la facilitation graphique, plus aussi comme pour Jean-Pierre, plus pour moi-même à la base avec le sketchnote. Et puis de fil en aiguille, en continuant à m'exercer, en partager ce que je faisais à d'autres. Puis après, je suis rentré vraiment dans la facilitation de groupe et en utilisant du coup des outils de facilitation graphique. Donc, aujourd'hui, j'utilise très souvent, même à distance. On a toujours trouvé des outils pour pouvoir utiliser de la facilitation graphique, pour pouvoir véhiculer des idées autrement. Toyon. Moi, je pense que c'est un peu comme beaucoup d'entre vous. Effectivement, c'était complètement une découverte par hasard. Je me suis rendu compte plus tard. Et aujourd'hui, j'utilise plus la facilitation graphique comme un outil de la facilitation, plutôt que la facilitation graphique et via la facilitation comme outil. Voilà, s'il y a besoin, je l'amène comme tout outil. S'il y a besoin de couper un arbre, je vais sortir la tronçonneuse, je ne vais pas sortir le marteau, sinon ça va être compliqué. La facilitation graphique, effectivement, c'est l'outil qui va me permettre justement de créer un meilleur accompagnement. Je mets tous les guillemets autour du meilleur accompagnement. Voilà. Super. Et toi, Hicham? Ouais, mais tout le monde s'en fiche, moi. Non, je rigole. Ok, non, mais moi, de mon côté, c'était quoi? Il y a peut-être 5-6 ans, moi, j'ai vu un peu Johan, toute transparence, j'ai vu Johan pratiquer ça, puis je me dis, c'est super, c'est génial, mais je suis un peu aussi, comme Marc, de formation ingénieur, et c'est sûr que la modélisation, c'est ce qu'on fait à l'école, de toute façon, depuis très longtemps, et donc, en final, on le faisait sans le savoir, mais c'est ça, en tout cas, plus
de manière plus consciente et plus concrètement depuis que j'ai vu Johan pratiquer. Et puis, ça me permet d'enchaîner, en fait, parce que j'ai découvert ensuite un site. Hop, on va enchaîner en partageant. Voilà, j'ai découvert un site qui m'a énormément aidé et ça va peut-être enchaîner avec le deuxième sujet qui est la facilitation graphique, c'est difficile. Et je sais que de votre côté, Romain et Marc, vous alimentez pas mal le site Un Picto par jour. Et honnêtement, c'est là-dessus que je vais faire mes premiers pas et ça m'a énormément aidé. Est-ce que toi, Marc, ton côté, tu veux commencer à répondre à cette question ou en tout cas à cette affirmation qui est la facilitation graphique, c'est difficile? Il y a plusieurs questions. La facilitation graphique, c'est difficile, non? C'est pas vrai. C'est difficile parce qu'on se met soi-même la barre un peu haute en regardant ce qu'on trouve dans Twitter, LinkedIn, Instagram, et on voit des trucs magnifiques qui sont plus des œuvres d'art que de la facilitation graphique, je pense, ce qui est encore un autre débat. Et du coup, on se met la barre un peu haute graphiquement, quoi. Puis, on passe notre temps à baver sur le style des autres. Je bave en regardant les dessins de Pierrick qui dit qu'il ne sait pas dessiner, mais c'est comme quand je dis que je ne sais pas dessiner, je pense. Donc non, je ne pense pas que ce soit difficile. Par contre, il y a une règle, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis c'est ce qui a amené à la création avec... on était 8, à créer un picto par jour. Des tutoriaux qu'on essayait de faire vraiment en se répartissant la charge, mais on essayait d'en sortir vraiment aussi souvent que possible. Normalement, un tous les jours, mais on n'y arrivait pas. Donc, plusieurs par semaine, en tout cas. Des tutoriaux qu'on peut faire en 5 minutes, mais juste pour progresser. Et puis surtout pour avoir un prétexte pour dessiner un peu chaque jour. Et puis c'est comme ça que le style graphique vient et s'impose. D'ailleurs, il suffit de regarder la planche que tu partages pour voir que depuis, j'ai dessiné un peu tous les jours et que mon style, il a évolué. Mais est-ce que c'est mieux ou moins bien? On n'en sait rien. Après, la qualité graphique n'est pas forcément une finalité en soi pour le message. Il en faut un petit peu pour que les gens aient envie de lire le message, mais c'est pas ça qui va donner l'impact du message. Yes. Et toi aussi, Romain, tu participes pas mal sur le site. Alors, qu'on participe plus, quoi. Ouais, ça va. Alors, l'initiative est toujours active. Le site Un Picto par jour, il reste disponible. Tous les contenus sont là. Mais le collectif a vécu et aujourd'hui, le collectif n'existe plus en tant que tel parce que la vie, c'est comme ça, quoi. Après, du coup, moi, je vais me faire le pendant de Marc parce que j'aurais répondu la même chose. Du coup, je vais quand même dire que si la facilitation graphique, c'est quand même super difficile. Ce qui est difficile pour les gens qui le disent, c'est de changer de regard sur ce qu'ils font. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est en ça que c'est difficile. C'est pas tellement la pratique du dessin, mais le changement de regard. La plupart y arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le faire et qui ont du mal à intégrer que le changement de regard, en plus, va pas s'opérer tout de suite. Il y a une forme de simplicité qui se dégage et d'une discipline qui est très accessible comme ça. Et dès qu'on montre qu'il faut faire de la pratique, comme disait Marc, qu'il faut faire des exercices, qu'il faut même dessiner une enveloppe pour représenter un mail, il faut faire preuve d'attention, d'observation. On se rend compte qu'en plus, ça devient un effort. Et cet effort, il n'est pas du tout mesuré au démarrage. Alors, c'est pas un gros effort, on se détend, on n'est pas en train de soulever des kilos, mais ça veut dire qu'il faut consacrer du temps. Et le temps, on sait que c'est précieux. Et donc, tout le monde n'arrive pas à avoir cet impératif de résultat au démarrage. C'est ça qui est difficile, c'est d'accepter, on va dire, tout ce que ça renvoie. Ce qui est difficile, c'est de comprendre que c'est pas immédiat. Et en plus, que les gens dont on voit avec des styles super, ces gens-là, ils sont pas nés avec un style super au démarrage. Tout ça, c'est des choses en fait, qu'il faut qu'on déconstruit. En gros, si je devais reformuler avec mes mots, Romain, tu me dis, c'est que c'est pas tant la technique de dessin qui est difficile, c'est le fait de changer la manière en gros, quand on passe par des étapes de observer, synthétiser, on change un peu notre schéma de pensée. Oui, c'est ça, parce que c'est ça que ça nous renvoie en fait. Comment, même pour certains, ça va même réinterroger le parcours de jeunesse, ton éducation, la rencontre que tu as eue
avec Madame Duchemin, professeure des arts, le vendredi après-midi, qui t'a mis un gros tacle devant tout le monde. Et tu sais pas ce que ça peut reconvoquer, en fait, chez certaines personnes. Et du coup, c'est difficile de leur dire, mais non, regardez, c'est vachement simple. Regarde, tu prends des ronds, tu prends des carrés. Mais non, parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est le schéma. C'est ça. Et parfois, même, c'est limite du coaching. C'est de l'accompagnement individuel chez certaines personnes. Ouais, c'est sûr aussi, comme disait Marc, quand on regarde les réseaux sociaux, il y en a qui mettent la barre très haute et puis ça peut décourager pas mal de gens aussi dès qu'on regarde ça. Et du coup, de ton côté, Marie, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, en fait, moi, je rejoins c'est difficile, la facilitation graphique, parce qu'en fait, là, vous avez parlé enfin, Marc a plutôt parlé de l'aspect dessin. En tout cas, j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai compris. Et Romain, tu as touché à la mécanique d'esprit. Et en fait, effectivement, je mettrais plusieurs niveaux. Il y a déjà le fait d'être capable de faire des petits pictos. Ça, je suis d'accord, c'est plutôt facile. Finalement, quand on fait des formations et qu'on montre aux gens comment, avec des formes très simples, des carrés, des ronds et des triangles, ils arrivent à faire des trucs, et eux-mêmes, ils sont tout contents. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Parce que juste savoir dessiner une enveloppe, une tasse de café ou une cible, n'empêche que quand tu as besoin de faire la synthèse d'un ensemble d'informations, il faut que tu aies l'esprit de synthèse. Et juste savoir faire des pictos, en fait, c'est pas ça qui va faire que tu as l'esprit de synthèse. Et c'est ça qui est difficile. Et pour certaines personnes, en fait, c'est très naturel parce que c'est des gens qui sont très synthétiques, qui vont à l'essentiel. Et il y a des personnes, leur esprit n'est pas fait comme ça. Et donc, c'est là où l'exercice devient hyper difficile parce qu'ils sont contents d'avoir appris à tracer 3 pictos. Et puis, j'en fais quoi? Et en fait, moi, ça a été un peu ma difficulté au départ, c'est que j'ai suivi une formation. Les pictos, c'était pas le problème parce que naturellement, je dessinais beaucoup quand j'étais gamine. L'esprit de synthèse, je l'avais. Mais combiner les deux et se dire, du coup, j'en fais une planche, ça, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand on veut vraiment la facilitation graphique, c'est-à-dire que je dois animer un atelier. Là, tu combines 3 compétences. La compétence de la facilitation, donc je suis capable de préparer mon animé et l'atelier. Je suis capable d'en faire une synthèse et je suis capable d'utiliser des pictos. Et donc là, c'est quand même 3 compétences en même temps. Donc être facilitateur graphique, pour moi, c'est un vrai métier, c'est loin d'être rien, et puis ça demande quand même de l'expérience, de la pratique et de la maîtrise. Et quand les gens se lancent et qu'ils viennent tout nouveau, tout beau, tout frêle dans une découverte, en fait, on leur apprend souvent que la partie dessin en leur disant c'est facile, tout le monde peut le faire. C'est pas complètement vrai. Parce qu'il y a cet esprit de synthèse que si tu l'as pas, tu vas pas l'acquérir dans une acculturation en 2 heures, 3 heures, ou peut-être même une journée. Et du coup, là, je donnerai la parole. Je sais que Viviane t'a dit que tu voulais prendre la parole, alors du coup, je te la passe si ça te convient. Oui, la question c'est difficile et le stress. Si tu peux partager mon schéma chez Hicham sur Miro, c'est un schéma que je dessine en live à chaque formation, et c'est important de le dessiner en live. Romain pourrait en parler, et pas d'arriver avec ma planche toute faite. Alors là, j'arrive avec ma planche toute faite, donc désolé si tu peux zoomer dessus. En fait, je leur dis, voilà, c'est comme au karaté, avant de pouvoir être un bon karatéka, vous allez passer par 3 étapes. Mes amis agilistes vont reconnaître, puisqu'on utilise beaucoup cette métaphore en coaching agile. Je dis, mais pourquoi pas, en fait, dans tous les apprentissages. Et en fait, il y a 3 stades dans l'apprentissage, et quand je démarre une formation, je dédramatise la situation et je dis, attendez, vous allez voir plein de choses, effectivement, vous allez faire des pictos, et en fait, il faut réapprendre, faut reproduire sans trop savoir pourquoi au début. Et à un moment donné, vous allez avoir l'éclairage, vous allez avoir le flash, vous dites, ah, ça y est, j'ai compris, je vais pouvoir l'adapter à mon propre environnement, je vais pouvoir faire un petit peu voilà, mes propres métaphores. Et donc, on va prendre des choses toutes faites sur étagère, on va les employer, et c'est en les employant qu'on va pouvoir prendre conscience et amener plus loin sa réflexion. Et quand ils arrivent dans le RI, donc le 3e stade, je suis tellement heureuse parce que c'est là où l'élève dépasse le maître et ils développent leur propre style et ils m'épatent, ils m'impressionnent, et des fois ça arrive même au bout du 3e jour de formation, et donc là c'est génial. Et c'est important de montrer aussi que oui, c'est difficile, c'est un apprentissage, mais qu'il y a des étapes et qu'on a le droit d'être tolérant avec soi-même. Et on a le droit de s'inspirer chez les autres, on a le droit de pratiquer pour pouvoir atteindre ce dernier stade, quoi. Super, merci Viviane. Alors, petite précision, les amis, c'est pas sûr qu'on ait tous la parole sur chaque sujet, donc n'hésitez pas à lever la main là. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, dites-le. Super, en musique en plus, c'est excellent. Et ouais, Pierrick, vas-y. Ouais, c'est pas anodin, je montais l'ukulélé parce qu'en fait, me mettre au dessin alors que j'étais complètement. En fait, quand j'étais enfant, je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Je passais des heures sur mes cartes d'histoire géo à colorier, je faisais des gros pâtés et tout. Et en fait, en m'y mettant, je me suis mis, en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à la musique. Je me suis mis ukulélé, j'ai appris l'ukulélé, et en fait, sur les mêmes principes. C'est en fait
Ok, si je vais pas faire des concerts en fait du jour au lendemain, ça c'est clair. Voilà. Ceci dit, un peu comme en dessin, c'est qu'est-ce que j'ai déjà, ça me plaît, ça m'attire. Ok, donc le dessin ça m'attire. Ok, moi je suis très visuel, donc le dessin ça m'attire, la musique aussi. Après, qu'est-ce que j'ai en fait j'aime chanter et j'ai un peu de rythme. Et en fait, j'ai commencé par faire des morceaux avec 2 accords. Et puis, tout de suite, j'ai pris du plaisir, je me suis mis à chanter en fait. Et du coup, la facilitation graphique pour moi c'est pareil en fait. C'est quoi on dit c'est difficile, ça dépend en fait. Moi j'étais déjà facilitateur et je faisais déjà des résumés devant tout le monde. Donc, pour moi ça c'était facile. Donc après, ce qui me paraissait difficile c'était le visuel, enfin de créer des graphiques. Et comme dit Marie, en fait c'était pas si difficile que ça. On m'a appris à en faire rapidement et j'ai acquis un vocabulaire de base qui me permettait de me lancer directement. Et du coup, ce qui me paraissait difficile au départ, je l'ai acquis en fait simplement en trouvant des occasions de le faire. Comme dit Romain, il faut pratiquer, quoi. Donc des occasions le plus souvent possible de faire en fait. Et ça a vachement progressé très très vite. Il y a une marge de progression au départ qui est phénoménale. Et au ukulélé, maintenant, je fais des morceaux avec jusqu'à 10 accords différents. Excellent. Et, on aura peut-être à un moment donné, on te laissera peut-être l'espace pour nous jouer un petit quelque chose, Pierrick. Je suis pas sûr d'être prêt là. Alors, on est 130 à nous écouter là. C'est un bon chiffre. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Là, on va vous afficher si vous avez des choses à dire, des questions. N'hésitez pas. En tout cas, tout ce beau monde est là pour vous aussi. De ton côté, Johan, juste petite question. Je sais que tu es formateur aussi en facilitation graphique, sketchnote, etc. C'est quoi la première chose que tu apprends aux gens là, quand tu veux les mettre dans le bain et pour la première fois? Pourquoi tu essaies de me piéger comme ça? Non, je pense qu'on a une connexion qui est un peu faible chez nous. Oui, mais on t'écoute. Cham, passe la main à quelqu'un d'autre. On a des problèmes de connexion Internet ici. C'est bon, on va enchaîner. Alors, au niveau du sondage que j'ai envoyé tout à l'heure, donc j'avais posé une deuxième question qui était: pratiquez-vous la facilitation graphique au travail? Et on a 70% de personnes qui disent oui, c'est pas mal. On a à peu près une trentaine de personnes qui votent. 13% qui disent non, et puis 17% qui disent je suis pas sûr que c'est ça. Et avant d'enchaîner la troisième plutôt sujet, troisième question, troisième sujet, je voulais renvoyer un autre sondage, si vous permettez, les amis qui nous regardent, pour voir en fait avec tout ce qu'on s'est dit maintenant, est-ce que maintenant vous savez un peu plus ce que c'est que la facilitation graphique, et aussi est-ce que ça vous donne envie finalement de pratiquer pour ceux qui ne le font pas encore, ou ceux qui le font, est-ce que ça vous donne encore plus envie? Donc je vous envoie comme tout à l'heure le sondage sur le chat, comme ça vous aurez juste à copier-coller. Mais en attendant, on va enchaîner avec le troisième sujet, qui est la facilitation graphique. C'est infantilisant. Et on va donner la parole à Jérôme. La réponse est oui. C'est bien. Alors, j'ai pensé à cette question et je pense que oui. En fait, est-ce que le mot infantilisant est un mot négatif? Déjà, est-ce que le fait d'amener dans le milieu du travail la notion de playfulness, de jeu, et la notion de curiosité qui vient avec l'enfance est quelque chose de négatif? Et la réponse est en soi, oui, c'est infantilisant. Et en quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème de faire réveiller l'enfant qui est en chacun de nous en regardant des dessins? Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est positif. En fait, l'effet pervers, c'est quand ça décrédibilise. Malheureusement, dans la tête de beaucoup, l'enfance, c'est un truc qui n'est pas très crédible. Alors, nous, entre facilitateurs, on trouve que c'est très bien, ce retour à l'enfance. Mais c'est là où, du coup, la question du public peut jouer des tours, si je peux dire ça comme ça. Personnellement, je n'ai pas eu de cas personnel. Alors, j'ai dû avoir de la chance dans ma vie, mais à chaque fois que j'ai présenté du travail graphique dans le milieu du travail, ça a toujours été pris comme étant un regard différent et on a pu amener une discussion autour du graphique. Oui. J'ai jamais eu le cas négatif, j'ai jamais eu le cas qu'on m'a dit c'est infantilisant, donc je ne peux pas répondre.
Moi, c'est Euh, plutôt que ça le réduit. Si je peux me permettre, je termine, vas-y. puis je donne la parole. Avec des termes comme ah bah Marie, elle va nous faire des jolis dessins aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça que tu voulais dire aussi. Où effectivement, on devient une cerise sur un gâteau. Alors, c'est peut-être un gâteau pas ouf, mais on n'est que la cerise. Et donc, du coup, comme si beaucoup de personnes ne se rendaient pas compte en fait, de l'importance et de l'intérêt de nous faire participer, pas que à la cerise, mais en fait à l'ensemble du processus et au gâteau en entier. Et du coup, je trouve qu'effectivement, c'est infantilisant quand on va utiliser des termes comme ah bah Marie va nous faire des jolis dessins aujourd'hui, et qu'en fait il y a pas une conscience du processus complet que représente cette activité-là. Alors, je laisse les autres réagir parce que je sais que ce que Oui, je dis, on peut partager ou pas. D'ailleurs, oui, je oui, vois mais Romain, tu bouges la tête d'un air pas convaincu. ouais, on va juste laisser la parole 2 secondes enfin 2 secondes, autant que tu veux, Tiana, excuse-moi. Mais Oui, juste oui, 2 secondes, oui. ok? Non, pardon. Vas-y. Non, mais c'est parfait. Je voulais justement parler de ça et dire que de toute façon, si nous, on en parle en des termes infantilisants et si on parle aux équipes avec le dessin avec des termes infantilisants, c'est normal qu'ils réagissent comme des enfants. Déjà, ça, c'est sûr. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui est très culturel. Et ça, il nous faut vraiment l'accepter aussi. C'est que culturellement... Alors moi, je viens d'un autre pays. Je viens de la Suède, comme mon physique l'indique. Et du coup, en Suède, utiliser la couleur, c'est complètement normal. Alors qu'ici, en France, la couleur, c'est à l'école maternelle, c'est à l'école primaire. Et déjà, dès la 6e, alors qu'on est encore un enfant, on devient sérieux et on arrête de faire des dessins. Et c'est pour ça aussi que les gens arrivent avec beaucoup de préjugés. Bah, les pauvres, on les a pas aidés. C'est ça que vrai. je voulais dire. Et la deuxième petite chose, vite, c'est que pour moi, la facilitation graphique, ce n'est pas que du dessin, et c'est pour ça que je n'utilise même pas le mot illustration. C'est énormément d'écriture. Et à tous ceux qui commencent et qui débutent dans la facilitation graphique, je leur conseille de s'entraîner à avoir une belle écriture, belle dans le sens propre, visible, agréable à lire, lisible du fond de la salle. Si quand vous faites quelque chose du fond de la salle, on ne peut pas le lire, oubliez ce que vous faites. D'accord. Il y a plein de petites choses comme ça, parce que personnellement, quand j'ai découvert la facilitation graphique, il n'était pas question de dessin. Le facilitateur graphique a synthétisé, modélisé le travail mondial qu'on était en train de faire pays par pays, en faisant principalement des flèches, des petits carrés, il y avait de la couleur, il y avait des choses comme ça, et je ne l'ai pas vu faire de dessin. Et moi, j'ai compris le projet pour lequel je bossais, alors que ça faisait 10 mois que je faisais des réunions interminables à Paris. Merci. Mais merci Tiana, merci Tiana. Mais moi, le premier, hein, je témoigne que en entreprise, c'est pas toujours évident. Quand je me dis que je vais me lancer sur la facilitation graphique ou du sketchnoting, j'ai toujours cette appréhension de dire mais comment les gens vont le prendre. Et puis du coup, des fois, ça me freine. Donc voilà. Et je vais donner la parole un peu à Jean-Pierre, puis ensuite à Romain. Voilà, je rejoins sur l'idée de petits dessins et du coup dénigrer le travail qu'il y a derrière. Ça, c'est souvent le retour que j'ai eu. Tiens, il va nous faire des petits dessins, il va nous amuser. Donc jouer, et prendre le rôle de l'amuseur, ça arrive hélas trop souvent. Surtout dans un environnement où très technique et un monde d'ingénieurs qui n'a pas cet esprit-là un petit peu créatif et qui ne joue pas forcément sur ce terrain-là. Et ça nécessite du coup beaucoup d'explications de pédagogie mais pourquoi tu veux amuser la galerie? Qu'est-ce que je vais faire dans ce machin-là avec? Et ça interroge du coup la finalité et ça interroge du coup sur de quoi il a besoin et qu'est-ce qu'on va lui apporter au travers de visuels. Et ça ne sera pas forcément du dessin. Et on ne se fera pas traité de dessinateur. Voilà, on a notre dessinateur. Et du coup, ouais, c'est ça qui est un petit peu trop limitant dans ce truc. Donc, ça nécessite beaucoup d'explications et de pédagogie en fait, pour pouvoir arriver à faire comprendre ce qui se cache derrière. Voilà ce que je voulais dire sur... Ouais, super Jean-Pierre. Et de ton côté, Romain, est-ce que c'est infantilisant pour toi? Je crois que ce qui est infantilisant, je trouve que c'est surtout l'image qu'on s'en fait, parce que j'ai réagi à Marie et je suis à peu près pas d'accord avec Marie et Jean-Pierre sur ce qu'ils viennent de dire. C'est bien parce que c'est assez rare. On est souvent sur des cercles consensuels, donc là on peut le dire.
Je trouve que moi à l'inverse, j'aime bien quand on dit Romain, tu vas faire des petits dessins, parce que ça veut dire qu'il y a une attente. Et ça veut dire que je vais avoir un rôle déjà, donc ça c'est cool. Et derrière, ça va porter l'attention. Et ça nous renvoie à la définition qu'on mettait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on fait du dessin, je pense qu'on rate l'exercice. Si par contre, au bout de 30 secondes, les gens, ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils sont en train de dire, en fait, on n'a pas besoin de faire de pédagogie pour que les gens comprennent qu'on est en train d'amener une valeur considérable à la mémoire collective du groupe. Et du coup, le fait qu'on me demande d'intervenir, ça me va, et après on peut m'appeler comme on veut, que ce soit dessinateur ou autre, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de définition, donc les gens vont avoir du mal à nous caractériser, même si on nous dit graphiste. Et moi j'aime bien ça, parce que du coup, je facilite graphiquement un moment, et ce moment-là, je trouve qu'il est précieux. J'ai jamais été traité d'infantilisant, et qu'avoir le nombre de gens qui prennent des photos après chaque intervention, ça veut dire que les gens prennent des photos de dessins d'enfants, du coup c'est cool. Ça n'arrive jamais sur les présentations PowerPoint, que les gens font. Et quand on passe, les gens le font. Donc je trouve que, et ceux qui disent c'est infantilisant, c'est ceux qui n'ont pas encore pratiqué, c'est ceux qui ont encore peur des préjugés. Et ce qui est très troublant quand on arrive à franchir ce pas, c'est qu'en fait des préjugés, il n'y en a pas, parce qu'en fait le regard, il se déporte de nous à ce qu'il y a derrière, en fait. Et c'est ça qu'on veut. En tant que facilitateur graphique, on ne veut pas que les gens nous regardent. On veut que les gens regardent ce qu'on a mis sur la planche, parce que c'est leurs informations. Et quand on fait ce changement de regard, après, la question de l'infantilisation, elle est plus là, en fait. Absolument. Excellent. On vient d'avoir Nicolas qui nous a rejoint. Bienvenue, Nicolas. Prends place tranquillement là autour de cette table. Donc, pour discuter de facilitation graphique. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, Nicolas? Oui, j'étais prévu pour le tour d'après, mais je peux. Tu me prends un peu au dépourvu, mais c'est pas grave. Oui, moi je suis Nicolas Chériot, fondateur de l'agence Sisters, workshopper, facilitateur, workshop designer autour des sujets d'expérience utilisateur essentiellement, stratégie UX. Et donc, globalement, sur plein de sujets de design thinking, donc tout ce qui est workshopping autour du design de produits, design d'expérience. Super, excellent. Mais enchanté, Nicolas, et bienvenue. Bon, les amis, j'ai l'impression que vous avez été très convaincants quand même, parce que quand je regarde le deuxième sondage là, avec la question « Avez-vous envie de pratiquer la facilitation graphique ?» Mais on a 100%. Donc, vous faites bien le job d'essayer de démystifier, de donner envie en tout cas. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur le côté infantilisant? Du coup, je vais compléter un tout petit peu. Je pense, en écoutant Romain, que lui et moi, on est révélateur aussi du niveau de maturité de son expérience. Je pense que Romain, tu as plus de seniorité que moi dans cette pratique, et c'est pour ça que tu as un aplomb où tu te laisses peut-être moins démonter par les remarques ou réactions. Et je me fais la réflexion de me dire, mais peut-être qu'en fait, il y a un petit peu de syndrome de l'imposteur qui me fait réagir justement quand j'entends des Marie petits dessins. Et du coup, je te remercie parce que ça me donne un axe de progrès pour me dire, le jour où je me sentirai glisser sur moi ces remarques, c'est que du coup, j'aurai évolué aussi dans ma pratique. Donc, du coup, je te remercie. Merci à toi. Excellent, mais c'est pareil pour moi en fait. Je te rejoins, Marie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours cette appréhension avant de démarrer chez un nouveau client de la facilitation graphique. J'ai toujours cette crainte de qu'est-ce qu'on va dire, alors que je sais que ça marche. Super. Alors, on a pas mal de réactions dans le chat aussi. Est-ce que la facilitation graphique peut-elle être considérée comme une nouvelle forme de communication? Ça a commencé dans les cavernes, donc c'est pas si nouveau que ça, quoi. Exact. Et d'ailleurs, je crois qu'on a eu même ce commentaire-là dans le chat à un moment donné. Yes. Alors, hop. Donc, il nous reste encore quelques minutes, assez de temps en tout cas pour attaquer la dernier sujet. Et j'ai repartagé en tout cas le sondage, les amis qui nous regardent, donc chers viewers, sur le chat, pour essayer de répondre encore une fois à ces deux questions. Est-ce que vous savez ce que c'est que la facilitation graphique? Et est-ce que vous avez envie maintenant de pratiquer la facilitation graphique avec les discussions qu'on a? Et puis si c'est non, peut-être qu'on ne vous donne pas envie. Alors, le quatrième sujet, donc la facilitation graphique, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus? Parce que c'est vrai que ça ne date pas d'hier non plus. Donc, ton côté, Pierrick, qu'est-ce que tu en penses? Ça fonctionne ou pas? Ah, on t'entend pas, Pierrick.
Pardon. Yes, c'est bon. Oui, pour moi, voilà, c'est un nouveau média. On parle de nouvelles communications. C'est quelque chose qui est revenu peut-être. Revenu, on a peut-être donné trop de place à l'oralité, aux communications linéaires, comme l'écriture. Et on s'est rendu compte de leurs limites. Donc, on a réinventé quelque chose. Après, les mind maps a signé le même genre de problème, en fait, de ce genre de communication. Après, ça marche pas. Le fait est qu'on a besoin de communiquer assez souvent de manière non linéaire. Et que la facialisation graphique permet ça, et permet d'activer des zones du cerveau qui sont de plus en plus utiles dans tous les domaines, qui sont les zones de la créativité, de l'imagination, des sensations, voilà, on parle beaucoup d'innovation dans les entreprises, mais l'innovation, ça se décrète pas, ça se provoque en fait. Il faut aller chercher des zones émotionnelles. Et voilà, c'est pas en présentant des PowerPoint avec des bullet points avec le look qu'on va générer ça en fait. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres moyens. Hein. Il y a aussi raconter des histoires, aller chercher, utiliser des métaphores même à l'oral. En fait, il y a plein de choses possibles pour aller chercher tout ça. Mais la facialisation graphique, c'est un super outil pour le faire et pour se comprendre. Et on a sacrément besoin de se comprendre aujourd'hui, je crois. Ouais, mais je me suis déjà vécu quand même vivre des échecs en pratiquant. Parfois, j'ai senti que ça ne fonctionnait pas. Johan, est-ce que tu as réussi à récupérer une bonne connexion? Ouais, c'est bon, il y a Anthony qui est parti pédaler. Ça marche Ah, mieux. super. Mais de ton côté, Johan, t'en penses quoi? Ça fonctionne pas? Encore une fois, moi, comme je t'ai dit, des fois, je me suis senti échoué dans la pratique. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire fonctionner ou pas fonctionner. Est-ce que ça a été une aide ou pas pas forcément pour moi en tant que facilitateur où ça a peu d'importance. Est-ce que ça a apporté une aide en fait au groupe que j'ai pu accompagner? Les retours globalement étaient toujours plutôt positifs, en toute modestie, garder proportion, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas une forte compétence en facilitation graphique, etc. Moi, c'est un outil en plus, c'est un petit stylo en plus que j'embarque avec moi. Parce qu'effectivement, c'est toujours quand quelqu'un qui dit tu vois ce que je veux dire, viens, on l'écrit, on le dessine, on essaie de le partager ensemble, même si c'est moche, mais ça peut toujours sortir d'une petite situation où effectivement il n'y a pas de compréhension. Comme tu disais, je crois, Pierrick, on n'a pas une réflexion linéaire, c'est plus une réflexion en popcorn. Ça apparaît, ça émule, ça émerge. Donc du coup, voilà, posons, écrivons, dessinons si on a besoin de dessiner. Donc voilà, moi je dirais que globalement ça fonctionne plutôt pas mal. J'aime bien le concept, mais voilà, ça reste un outil supplémentaire. Yes, parfait. De ton côté, Viviane, est-ce que tu as déjà vécu des échecs, des moments où tu t'es dit ah là ça marche moins, ou tu t'es repris ou quoi que ce soit d'autre? En tout cas, que tu t'es dit peut-être que là ça fonctionne moins. Je pense que dans nos pratiques, ce qui est important, on l'a dit dès le début d'ailleurs, hein, c'est de rester à l'écoute des besoins du client, à l'écoute de ses capacités, de son niveau de maturité, de ce qu'il est capable, à distance. Je parlerai du à distance parce qu'on on l'a un peu évoqué au début et enfin tout à l'heure là. À distance, moi je trouve que tout ce qui s'est passé en 2020, ça nous a donné un grand pas en avant dans la pratique de la facilitation visuelle parce que c'était presque obligatoire. Il fallait qu'on voit les choses pour pouvoir s'entendre à distance. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et moi, j'ai remarqué que des fois, je faisais des choses un peu trop poussées et que mon public en face, il n'était pas au niveau technologique, de maturité sur le sujet ou quoi. Il fallait redescendre un peu. Et donc, c'est là où j'ai pas mal adapté en fonction de ce qui se passait. Donc, les échecs, on les a, mais notre métier de facilitateur fait qu'on ajuste en temps réel. Et on redescend, s'il faut, la barre. Ouais, mais c'est ça, je vais peut-être raconter, effectivement, on me pose la question, c'est quoi l'échec que j'ai vécu? Et du coup, en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est plus parce que je pense que je me suis fixé les mauvais objectifs, ou alors peut-être que je me suis pas donné les bons objectifs, qui fait que, in fine, dans mon processus, et puis à la fin, je pense ne pas avoir atteint ce que je pensais vouloir atteindre. Mais c'est ça aussi. Donc, Jérôme, toi, de ton côté, j'imagine un peu comme tout le monde, tu te fixes d'abord des objectifs en amont avant même de commencer. Ouais, je pense que c'est une question d'être clair avec son intention, de quand c'est qu'on peut utiliser le graphisme pour aider en fait, et non pas pour se faire plaisir. Après, est-ce que ça fonctionne? Oui, et j'invite en premier lieu à se faire plaisir. C'est-à-dire, je vous invite à prendre des notes, par exemple, graphiquement, pendant des réunions qui sont chiantes. Parce que vous allez, du coup, pouvoir pratiquer et justement travailler une des compétences les plus importantes de la facilitation graphique, qui est l'écoute.
Et la plupart du temps, ce qui va poser problème si vous voulez passer sur le scribing, c'est que vous allez entendre des mots, mais vous n'allez pas comprendre ce qui a été dit. Et donc ça, c'est l'écoute qui va devoir être travaillée. Et on a perdu l'habitude, en fait, de vraiment écouter le sens, écouter ce qui se dit, et être capable, après, comme Romain l'a dit, de remettre peut-être juste un picto, juste un petit dessin. Mais ce dessin, à ce moment-là, exactement à ce moment-là du meeting, va être un catalyseur auprès de tout le monde. Et donc, Super. Pratiquer. Super, merci Jérôme. Et merci tout le monde. On arrive au terme de cette table ronde. Ça passe vite. On a encore tellement de choses à dire autour de cette pratique. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de vous réinviter à un autre jour pour en parler encore un peu plus. Petit tour sur le sondage très rapide. À la question, avez-vous envie de pratiquer la facilitation graphique maintenant? On est toujours sur une très belle note, donc bien joué, messieurs, dames. Donc 90% pour le oui. On a toujours un petit 5-6% sur le non et je ne suis pas sûr. C'est normal. En tout cas, bravo à tous. Le petit cadeau qu'on peut faire au public, je pense, c'est donc cette table ronde a été enregistrée. Elle sera disponible sur YouTube en rediffusion et j'espère qu'elle va servir de base, en tout cas, pour les gens qui ont envie un peu de connaître un peu cette pratique et voilà, de reconnaître aussi un peu cette pratique. Donc, merci à tous. Bravo, belle participation. Et puis, je vous dis à vous les studios. Merci. Merci à tous. Cool. Et merci le chat. Le chat.